Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur immense de vous retrouver. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre patience. Comme je l'ai mentionné, j'ai dû m'absenter un moment pour des raisons personnelles. Parfois, la vie nous impose des pauses pour mieux revenir, et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout va bien aujourd'hui, et je reviens avec un sujet qui m'a hanté pendant cette absence, parce qu'il touche au cœur même de ce qui fait de nous des êtres humains en quête de sens. Avant de commencer cette longue exploration, j'ai besoin de vous. Si vous appréciez mon retour et ce travail, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche, likez la vidéo et surtout, partagez-la. Un commentaire de votre part, même court, me donne une force incroyable pour continuer. Merci du fond du cœur. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que tant d'enfants qui avaient tout pour réussir se retrouvent à 30, 40 ou 50 ans avec le sentiment d'être à côté de leur vie? Pourquoi cette sensation d'être un moteur de Formule 1 coincé dans un embouteillage permanent? Prenez l'exemple du quotidien. Vous êtes devant votre ordinateur. Vous avez une idée de projet, un livre à écrire, un business à lancer, ou même juste un rangement à faire. Votre cerveau commence à mouliner. En 3 secondes, vous avez déjà imaginé le résultat final, les obstacles potentiels dans 2 ans et la manière dont les gens vont vous juger si vous échouez. Résultat, vous ouvrez un onglet YouTube, vous lancez une vidéo de divertissement et vous remettez à demain. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre intelligence qui court trop vite et qui finit par se prendre les pieds dans le tapis de ses propres prévisions. Regardons des génies qui ont porté ce poids. Pensez à Nikola Tesla, un homme capable de visualiser des machines entières dans sa tête avec une précision millimétrée avant même de toucher un outil. Mais cet homme, d'une intelligence stratosphérique, a fini sa vie seul, dans une chambre d'hôtel, parlant à des pigeons, déconnecté d'un monde qu'il jugeait trop lent ou trop cruel. Son génie était sa cage. Ou encore Bobby Fischer, le champion d'échecs, une précocité fulgurante, une capacité d'analyse qui dépassait l'entendement humain, mais une incapacité totale à naviguer dans les relations sociales simples, finissant dans la paranoïa et l'exil. Ces exemples nous montrent que l'intelligence, sans un ancrage émotionnel et social, peut devenir un poison qui nous isole du reste de l'humanité. L'enfant doué grandit avec ce qu'on appelle l'étiquette de l'excellence. Si on vous a répété que vous étiez spécial, vous avez intégré que l'erreur n'est pas une option. Regardez autour de vous. Combien de personnes brillantes occupent des postes bien en dessous de leurs capacités, simplement parce qu'elles ont peur de prendre un risque? Elles préfèrent être les meilleures dans un petit étang que de risquer d'être médiocres dans l'océan. C'est le syndrome du gros poisson dans une petite mare. On reste là où c'est facile, parce que si on se confronte à la vraie difficulté et qu'on échoue, alors le mythe de notre intelligence s'effondre. Et sans ce mythe, on se sent nu. Dans votre vie de tous les jours, cela se traduit par cette sensation d'être en décalage. Vous êtes en soirée, les gens rient, discutent de sujets légers, et vous êtes dans votre tête, en train de disséquer la dynamique sociale, d'analyser le pourquoi du comment, de vous demander si ce que vous allez dire est assez pertinent. Vous n'êtes jamais dans le moment, vous êtes l'observateur du moment. C'est épuisant. C'est comme si vous aviez 10 fenêtres de navigateur ouvertes dans votre cerveau en permanence. À la fin de la journée, vous êtes vidé, non pas parce que vous avez été actif, mais parce que vous avez trop pensé. On peut aussi parler de Sylvia Plath, cette poétesse brillante qui, dès son plus jeune âge, a ressenti ce poids de l'exigence absolue. Dans son roman « La cloche de détresse », elle décrit cette image magnifique et terrible du figuier. Elle voit sa vie comme un arbre où chaque figue représente un avenir brillant, une carrière, un mariage, un voyage, mais parce qu'elle ne peut pas choisir quelle figue manger de peur de perdre les autres, elle reste assise au pied de l'arbre, affamée, pendant que les figues pourrissent et tombent au sol. C'est exactement ce que vit l'adulte bloqué. La peur de faire le mauvais choix paralyse tout mouvement, et on finit par regarder sa vie pourrir par simple indécision. Pourquoi est-ce qu'on se sent si seul? Parce que l'intelligence crée une distance. On comprend les choses trop vite, on anticipe les fins de phrases, on devine les intentions. On finit par s'ennuyer des autres tout en ayant désespérément besoin d'eux. On se crée un masque de normalité. On sourit au bon moment, on pose les questions qu'il faut, mais personne ne voit la tempête sous le crâne. On finit par croire que personne ne peut nous comprendre, alors on arrête de chercher. Le secret pour sortir de là, ce n'est pas de devenir moins intelligent, c'est d'apprendre à être plus humain. C'est d'accepter que la vie ne se résout pas comme un problème de mathématiques. La vie se ressent, elle se rate, elle se recommence. Regardez des gens comme Steve Jobs. Certes brillant, mais il a dû se faire virer de sa propre entreprise
connaître l'échec public et l'humiliation pour apprendre l'humilité et revenir plus fort. L'intelligence sans l'échec est une infirmité. Vous qui m'écoutez, si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression d'être une promesse non tenue, sachez ceci. Votre potentiel n'est pas une dette que vous devez rembourser au monde. Vous n'avez pas à être extraordinaire pour mériter d'exister. Commencez par des petites choses ridicules. Faites un projet, ratez-le et riez-l'en. Sortez de la dictature du résultat. Redevenez un explorateur, pas un comptable de vos succès. La solitude que vous ressentez est le signe que vous avez trop longtemps vécu dans votre tour d'ivoire. Descendez. Allez parler à quelqu'un sans essayer d'être brillant, juste en étant présent. C'est dans cette simplicité, dans cette acceptation de notre part de vulnérabilité et même de bêtise, que se trouve la clé de la prison. Vous n'êtes pas un cerveau sur pattes, vous êtes un cœur qui bat. Et ce cœur a besoin d'action, de contact et de réalité. Et si on creusait encore un peu plus? Pourquoi cette sensation d'être bloqué est-elle si douloureuse? Ce n'est pas juste de la procrastination, c'est une véritable érosion de l'estime de soi. Quand vous étiez enfant, votre cerveau était votre meilleur ami. Il vous permettait de briller, de comprendre, d'être admiré. Aujourd'hui, votre cerveau est devenu votre pire harceleur. Il utilise votre propre logique contre vous. Il connaît vos failles, il sait exactement quel argument utiliser pour vous convaincre de ne pas sortir de votre lit ou de ne pas envoyer ce mail crucial. Regardez le concept de la malédiction de la connaissance. Plus vous en savez, plus vous réalisez l'étendue de ce que vous ne maîtrisez pas. C'est le paradoxe de Socrate, mais poussé à un niveau pathologique. Pour l'adulte doué, chaque nouvelle information est une raison supplémentaire de douter. Vous voulez lancer un podcast? Vous ne vous contentez pas d'acheter un micro, non, vous étudiez l'acoustique, l'histoire de la radio, l'algorithme des plateformes, la psychologie de l'attention. Et au bout de 2 semaines, vous êtes tellement submergé par la complexité du domaine que vous décrétez que le marché est saturé ou que vous n'avez rien de nouveau à apporter. Votre intelligence vous sert à fabriquer des impasses. Prenons un exemple concret du quotidien, la gestion des tâches simples. Pour beaucoup d'entre vous, faire une vaisselle ou remplir un papier administratif est plus difficile que de résoudre une équation complexe. Pourquoi? Parce que ces tâches n'offrent aucune stimulation intellectuelle. Votre cerveau réclame de la dopamine, il réclame de la nouveauté, du défi. Les tâches répétitives vous renvoient à votre condition d'humain mortel et ordinaire, et c'est insupportable. Alors vous fuyez dans l'imaginaire, dans les jeux vidéo ou dans des théories abstraites, pendant que votre vie matérielle s'écroule doucement. C'est l'image du philosophe qui discute de la nature du bonheur pendant que sa maison brûle. Parlons de Arthur Schopenhauer. Voilà un homme d'une intelligence rare qui a théorisé que le désir est une source de souffrance et que la seule issue est la contemplation ou l'ascétisme. Beaucoup d'adultes bloqués sont des Schopenhaueriens qui s'ignorent. Ils ont conclu, par pur raisonnement, que l'action mène forcément à la déception. Ils se disent « si j'essaye et que ça rate, je souffre. Si j'essaye et que ça réussit, je m'ennuierai vite de mon succès. Alors pourquoi bouger ?» C'est une forme de suicide spirituel par la logique. Vous utilisez votre puissance de calcul pour calculer que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais la vie n'est pas un calcul de rentabilité, c'est une expérience sensorielle. Et que dire de la relation au temps ? Pour l'adulte doué, le temps est un ennemi. Vous avez cette sensation constante d'être en retard par rapport à vos ambitions, en retard par rapport à votre potentiel, en retard par rapport aux attentes de vos parents qui voyaient en vous le Premier ministre ou le prochain prix Nobel. Ce décalage entre votre moi idéal, celui qui peut tout faire, et votre moi réel, celui qui galère à payer ses factures, crée une tension insupportable. Pour échapper à cette tension, vous vous paralysez. C'est ce qu'on appelle la sidération du lapin dans les phares. La lumière de votre potentiel est si éblouissante que vous ne voyez plus la route, alors vous ne bougez plus en attendant l'impact. Regardez la vie de Giacomo Leopardi, ce poète italien d'une érudition monstrueuse dès l'adolescence. Il s'est enfermé dans la bibliothèque de son père pendant des années, apprenant seul des langues mortes et des sciences oubliées. Son intelligence était si vaste qu'il en est devenu physiquement malade, le corps brisé par l'immobilité de l'esprit. Il a écrit sur l'ennui, le noia, non pas comme un simple manque d'occupation, mais comme une souffrance de l'esprit qui ne trouve aucun objet à sa mesure. C'est ce que vous ressentez, un appétit de géant dans un monde de nains. Mais au lieu de cuisiner votre propre festin, vous vous laissez mourir de faim par mépris pour la nourriture ordinaire. On doit aussi aborder la question du masquage. Vous passez votre temps à filtrer vos pensées avant de parler. Si je dis ça, ils vont me prendre pour un arrogant. Si je dis ça, ils ne vont pas comprendre. Si je pose cette question, ils vont voir que je suis anxieux. Vous faites du multitâche mental permanent.
Imaginez un ordinateur qui fait tourner un logiciel lourd en arrière-plan pendant qu'il essaie d'afficher une page web. Ça rame, ça chauffe et finit par planter. Votre plantage, c'est votre retrait social. C'est ce moment où vous n'avez plus la force de voir personne, où vous ne répondez plus aux messages, non pas par méchanceté, mais par épuisement pur. Le monde vous coûte trop cher en énergie de processement de données. Parlons des relations amoureuses. C'est souvent là que le drame est le plus intense. Vous cherchez l'âme sœur, mais votre cerveau cherche un partenaire d'échec. Vous analysez les failles de l'autre avant même d'avoir ressenti le premier frisson. Vous avez peur de l'ennui, alors vous testez l'autre, vous créez des débats intellectuels pour vérifier s'il est à la hauteur. Et si par malheur vous trouvez quelqu'un qui vous correspond, vous paniquez. Parce que l'amour demande de perdre le contrôle. Et perdre le contrôle est la chose la plus terrifiante pour quelqu'un qui a survécu grâce à sa compréhension du monde. Alors vous sabotez la relation, vous devenez froid, vous trouvez un détail insignifiant qui devient une raison de partir. Vous restez seul au sommet de votre montagne de logique en vous plaignant que l'air y est trop rare. Même dans votre corps, vous êtes déconnecté. Beaucoup d'adultes intelligents vivent de la tête aux épaules. Le reste du corps est juste un véhicule utilitaire qu'on oublie de nourrir ou de soigner. Vous ignorez vos signaux de fatigue, vos tensions musculaires, vos besoins physiques. Vous êtes une tête qui flotte dans un nuage de concepts. Et quand le corps finit par lâcher, par un mal de dos chronique, une maladie psychosomatique ou une crise d'anxiété, vous traitez ça comme une trahison technique, une panne de machine, au lieu de voir que c'est votre être tout entier qui réclame de l'attention. Pourquoi autant de solitude ? Parce que l'intelligence sans empathie envers soi-même devient une arme à destruction massive. Vous êtes plus dur avec vous-même que n'importe quel patron tyrannique ne le sera jamais. Vous vous insultez avec un vocabulaire riche. Vous ne vous dites pas juste « je suis nul », vous vous dites « je suis l'incarnation pathétique de la stagnation intellectuelle face à l'entropie du monde ». Votre éloquence sert à vous enterrer plus profondément. C'est ce poids invisible, cette armure de cristal qu'on appelle souvent le fardeau des surdoués. Mais appelons-le par son vrai nom. C'est un mécanisme de défense qui a survécu à son utilité. Ce qui vous a sauvé quand vous étiez un enfant incompris est ce qui vous tue aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin d'être le plus intelligent de la pièce pour être en sécurité. Vous avez besoin d'être le plus présent. Maintenant que nous avons exploré les ténèbres de cette prison dorée, que nous avons compris comment notre cerveau est devenu notre propre geôlier, une question demeure, brutale, essentielle. Comment on en sort? Comment est-ce qu'on redevient l'acteur de sa propre vie quand on a passé des années, voire des décennies, à n'en être que le spectateur amer? La première vérité, celle qui pique mais qui libère, c'est de comprendre que personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra frapper à votre porte pour vous dire « C'est bon, j'ai enfin reconnu ton génie, tu peux sortir maintenant ». Le monde n'a pas besoin de votre potentiel, il a besoin de votre présence. La libération commence par un deuil. Le deuil de l'enfant parfait que vous auriez dû être. Vous devez tuer l'idée que vous êtes promis à un grand destin pour enfin embrasser votre destin réel, aussi imparfait soit-il. Regardez la vie de Marcus Aurelius, l'empereur philosophe. Il était l'homme le plus puissant du monde, doté d'une intelligence analytique hors pair. Pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il ne parle pas de ses succès. Il se parle à lui-même pour se forcer à agir, à rester humble, à accepter la critique, et surtout à ne pas se perdre dans les nuages de la métaphysique. Il se disait « Arrête de philosopher sur ce qu'est un homme de bien, sois-en un ». C'est le premier pas pour vous. Arrêtez de théoriser la vie, vivez-la. Pour briser la paralysie par l'analyse, vous devez adopter la stratégie de la médiocrité volontaire. C'est un concept qui semble contre-intuitif pour quelqu'un d'intelligent. Mais réfléchissez. Si votre peur de l'échec vient de votre besoin d'être parfait, alors la seule manière de désarmer cette peur est de viser l'imperfection. Lancez ce projet, mais faites-le mal. Écrivez ce premier chapitre, mais faites-le sans style. L'important n'est pas la qualité du premier jet, c'est le fait que vous avez imposé votre volonté à la matière. Vous avez forcé votre cerveau à descendre de son piédestal pour se salir les mains. L'action est le seul solvant capable de dissoudre l'anxiété. Prenons un exemple quotidien, le sport ou une activité manuelle. Pourquoi est-ce que tant d'adultes doués se mettent soudainement à la poterie, à la menuiserie ou au jardinage? Parce que la terre et le bois ne mentent pas. Vous ne pouvez pas convaincre un morceau de bois d'être une étagère avec des arguments logiques. Vous devez agir, vous tromper, ajuster votre geste. Ces activités vous forcent à sortir de votre tête pour revenir dans vos mains. Elles vous apprennent la patience, une vertu que l'enfant qui comprenait tout de suite n'a jamais développée. La patience, c'est accepter que le temps est une dimension réelle, pas un obstacle à contourner. Il faut aussi apprendre à tuer le juge intérieur. Ce juge, c'est cette voix qui utilise votre intelligence pour vous rabaisser. Apprenez à la reconnaître. Quand vous vous dites « c'est trop tard pour moi » ou « je n'ai pas le niveau », comprenez que ce n'est pas votre intelligence qui parle, c'est votre peur déguisée en logique.
Rappelez-vous d'Abraham Lincoln, un homme qui a connu des échecs commerciaux, des dépressions nerveuses majeures et de multiples défaites électorales avant de devenir l'un des plus grands présidents de l'histoire. S'il s'était arrêté à l'analyse logique de ses chances de réussite, il n'aurait jamais quitté sa ferme. Et qu'en est-il de cette solitude profonde? Pour en sortir, vous devez abandonner votre masque de « celui qui sait ». La véritable connexion humaine ne se fait pas d'esprit à esprit, elle se fait de vulnérabilité à vulnérabilité. Osez dire à quelqu'un « je me sens seul, j'ai peur d'échouer » ou simplement « je ne sais pas ». C'est en montrant vos fissures que vous permettez aux autres de s'approcher. L'intelligence peut susciter l'admiration, mais seule la vulnérabilité suscite l'affection. Ne soyez pas une statue de marbre, soyez un être de chair. Enfin, redéfinissez votre rapport au succès. Le succès, ce n'est pas d'être le meilleur, c'est d'être aligné. C'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont une seule et même chose. Si vous passez votre journée à penser à la peinture, mais que vous travaillez dans la finance par peur du manque, vous serez malheureux, peu importe votre salaire ou votre QI. L'intelligence est un gouvernail, pas un moteur. C'est à vous de choisir le cap, même si la mer est agitée, même si vous avez peur de couler. Nous voici au terme de ce long voyage. Si nous devions résumer ce que nous avons exploré aujourd'hui, rappelez-vous ces quelques points. L'intelligence est un outil, pas une identité. Vous êtes bien plus que vos capacités cognitives. Ne laissez pas une étiquette d'enfance devenir une prison d'adulte. La paralysie est une protection. Vous ne procrastinez pas par paresse, mais par peur de briser l'image de votre perfection. Autorisez-vous à être un baddato maladroit. La solitude vient du masque. En voulant toujours paraître brillant ou en contrôle, vous empêchez les autres de vous aimer pour qui vous êtes vraiment. L'action est le remède. La vie ne se résout pas, elle se vit. Sortez de votre tête, habitez votre corps et confrontez-vous à la réalité, aussi imparfaite soit-elle. Vous n'êtes pas un génie gâché, vous n'êtes pas un échec, vous êtes un être en transition, un explorateur qui a enfin compris que la carte n'est pas le territoire. Le monde attend que vous posiez vos livres et vos théories pour enfin commencer à marcher. Merci infiniment de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Ce sujet me tenait à cœur et votre présence ici après mon absence signifie énormément pour moi. Si ce message a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, alors aidez-moi à porter ce message plus loin. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Likez cette vidéo pour lui donner de la visibilité et partagez-la avec cet ami ou ce proche que vous savez perdu dans sa propre tête. Et surtout, donnez-moi votre avis en commentaire. Racontez-moi votre parcours. Est-ce que vous vous sentez bloqué? Quelle est la figue que vous avez peur de choisir? Je lirai chacun de vos messages avec la plus grande attention. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations. D'ici là, agissez, osez l'imperfection et surtout, prenez soin de vous. À très vite.